Casablanca, Morocco, and of course. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce sommet financier africain à FIS pour engager des discussions comment booster l'économie et les finances. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important, à savoir l'agriculture et l'agritech, c'est-à-dire l'utilisation de la technologie pour la transformation des systèmes alimentaires. Mon nom c'est Rudo Sedori. Je suis le modérateur de ce qui semble être vraiment un panel très prometteur. Nous allons avoir plusieurs discussions sur comment utiliser l'agriculture. Nous allons avoir une discussion de panel. Avant ça, nous allons avoir une présentation d'un de nos experts. Je vois beaucoup de gens qui nous rejoignent. Et après ça, avoir avec M. Fadel Mansouri de la... Donc, tout d'abord, mettons la base pour ces discussions. Donc, laissez-moi demander à M. Hamza Shaham, qui est le cofondateur de SOET. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Comment discuter? Le challenge principal auquel nous sommes face, c'est la productivité de notre agriculteurs. Nous avons entre 3,5 millions d'hectares et on parle à peu près plus que 2 millions d'hectares qui ont été. Donc ça nous donne une idée sur les challenges, non pas seulement le changement climatique, mais c'est aussi essayer de savoir l'ensemble des éléments qui entrent en production, à savoir les graines, les aliments, les engrais, etc. Nous avons construit une solution qui a permis de déclencher le potentiel des agriculteurs africains en utilisant la finance comme étant un instrument critique pour donner aux agriculteurs et fermiers l'ensemble des choses dont ils ont besoin. L'opportunité en Afrique, elle est énorme. On peut parler du Maroc tout seul, par exemple, 3,5 bien sûr millions d'hectares pour le blé. C'est important, mais si on parle du continent, ça représente à peu près des trillions d'activités et d'opportunités. Ce n'est pas parce qu'il faudrait nourrir les 1,3 milliard d'ici 2030, mais parce que l'agriculture, c'est le plus grand vecteur de l'économie africaine. Si on voit l'ensemble de la révolution verte, si on voit ce qui se passe en Inde, et il ne pourrait pas y avoir ce développement sans qu'il y ait bien sûr la question et qu'il y ait l'autosuffisance. L'Afrique importe à peu près pour 50 milliards de dollars d'aliments et de nourriture. Si on voit par exemple les agriculteurs, ils produisent 2 tonnes. Les Indiens, c'est 5 à 6 tonnes par hectare. C'est-à-dire il y a de la place pour améliorer, mais il faudrait prendre en considération dans cette comparaison la question climatique, mais aussi l'environnement économique, financier, etc. L'objectif est avec normalement la SFI, c'est essayer de combiner entre la technologie et la finance pour dégouloter cette question-là. C'est aussi important, ce n'est pas parce que la technologie permet à la fois de dérisquer le financement agricole, parce que vous avez des bons crédits, vous avez un bon score, une bonne note, donc vous connaissez très bien quelle est la capacité de remboursement de cet agriculteur. Mais c'est beaucoup plus important, ça permet à la fois de sécuriser la production tout au long de la saison agricole, non pas pour avoir les bonnes assurances en termes de couverture et avoir les bons inputs en termes de qualité pour adopter, mais c'est aussi pour obtenir la finance et le goulot de l'agriculture et l'agritech, parce que ça permet de permettre de déclencher l'ensemble du potentiel. C'est ce que nous avons fait. Et
nous avons pu avoir aussi, c'est l'argent qui puisse déclencher et vraiment débloquer l'ensemble du potentiel des agriculteurs. Ceci, ça a été accompli à travers une approche compréhensive et intégrée, à travers le programme avec le SFI, non pas pour dérisquer le travail des agriculteurs auprès des institutions financières, mais avec l'ensemble des partenaires et des parties prenantes. Mais aussi pour rendre ça une approche dérisquée pour sécuriser l'accès aux fonds avec les partenaires locaux et pour que aussi les agriculteurs puissent être capables de s'assurer que la chaîne de valeur soit respectée tout au long et que aussi la robotisation puisse avoir lieu. On essaie de leur fournir l'ensemble des moyens. Ce modèle a été construit grâce à la technologie. La technologie est un outil critique pour donner des scores, pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement, essayer de déclencher aussi le haut potentiel des opérations agricoles, sécuriser les opérations au quotidien et même déclencher des plans d'ajustement avant que ce soit tard pour les agriculteurs en cas de réadaptation et que ces derniers puissent être bien sûr capables de produire avec la bonne productivité. L'année dernière, c'était la 3e pire année en termes de performance agricole. Au Maroc, on était capable d'avoir 3 millions de tonnes. Dans des années moyennes, 6 et 7, mais de bonnes années, 11 millions. Mais l'année dernière, l'ensemble des agriculteurs qui travaillent avec les programmes d'agrégation, ils étaient capables de payer et restituer les crédits parce qu'ils ont été capables de prendre les meilleures décisions dans les phases les plus critiques de la saison agricole. Ceci, bien sûr, est possible à travers les données. Les données, c'est le levier important que nous allons utiliser parce que nous allons avoir une bonne compréhension par rapport aux prévisions météorologiques, la qualité du sol, la capacité de l'agriculteur à faire le suivi de la fertilité du sol, etc. et l'ensemble des opérations qui sont menées, rendant toute opération profitable et rentable. Mais aussi à travers une agence AgTech qui nous permet de gérer les choses sur le terrain au profit et au nom des agriculteurs. Les agriculteurs ici, ils sont souvent des agriculteurs de petite taille et ils sont malheureusement analphabètes. Et donc, il faudrait avoir cette psychologie de changement et cette capacité à être prêt à adopter le changement. C'est un élément indispensable pour aider les agriculteurs et pour qu'ils puissent sauter sur l'occasion et de passer à la digitalisation. Sinon, on ne pourrait pas atteindre l'objectif d'atténuation de risque et des dérisquages. On essaie aussi de voir le niveau de performance de l'agriculteur. Même, regardez les agriculteurs qui travaillent avec nous, même dans une saison qui était considérée comme sèche, ils ont pu atteindre quelque chose qui dépasse de largement la moyenne. Donc, ils ont pu, pourquoi? Grâce aux données que nous avons et le programme que nous avons fait avec. Donc, vous voyez, il y a optimisation de l'ensemble des opérations. Et après, il y a la question, regardez ici, dans la saison sèche, c'est-à-dire le pire des scénarios. Vous allez avoir, bien sûr, aussi donc la marge importante pour pouvoir passer d'une saison régulière à une saison sèche et vice-versa. Le principe de base est peu importe le climat, peu importe la météo, peu importe la situation, nos agriculteurs performent de meilleure façon que d'autres grâce aux données qui sont données et pour adapter aussi les pratiques en fonction de chaque cas et chaque question.
La valeur globale des crédits il est de 261 millions. C'est dans nous focalisons notre attention sur la région d'Algarve. Ce sont les régions qui peuvent performer dans notre processus de dérisquage. Et malheureusement, pas toutes les régions peuvent se permettre ou se dire qu'ils ont un tel avantage. Tout dépend bien sûr de la qualité de sol, le climat qui règne. Nous avons pu traiter et adresser plus que 500 000 hectares parmi les 1,2 million d'hectares qui sont adressés aux céréales. Mais nous essayons aussi de traiter d'autres types d'agriculture afin que les agriculteurs des autres variantes puissent aussi en profiter. C'était une opportunité pour l'ensemble de la chaîne des valeurs. Ces agriculteurs, ils étaient oubliés par le secteur bancaire parce qu'ils étaient considérés comme étant insolvables et parce qu'ils avaient aussi des questions et de quantité et de qualité. Et ce n'étaient pas donc des partenaires fiables. Ce partenariat qui a été construit ici avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, notamment Amana Microfinance, Crédit du Maroc et la SFI. Il y a différentes composantes de la chaîne de valeur. C'est un partenariat contractuel. Et l'objectif, c'est avant de commencer la saison, d'avoir déjà des paramètres fixes avant de commencer. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils vont dire, ils savent très bien le prix vers lequel ils vont acheter les facteurs de production, auxquels ils vont avoir telle ou telle chose. Ils le savent, afin qu'il y ait de moins de variables, au moins d'un prévu à la fin. Et que, par exemple, que 2 millions ou telle ou telle tonne vont être dédiés pour rembourser le crédit et les autres vont être dédiés pour, par exemple, ces moyens de subsistance et pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, c'est très important et que ces agriculteurs puissent avoir toujours de l'argent dans leur poche jusqu'à la fin de la saison agricole. Merci beaucoup. J'arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Applaudissez encore, s'il vous plaît, Monsieur Hamza, pour sa présentation. Maintenant, nous allons passer à notre panel de discussion. Je vais vous présenter les panélistes. Une fois ils vont arriver, Alio Maigat, qui est le directeur africain de l'AFC. Vous êtes bienvenu, monsieur. Suivant, Dr Gehan Saleh, qui est conseillère auprès du bureau du président de la République, la République arabe d'Égypte. Après, M. Nabil Sahari, le directeur exécutif au niveau de IB Holdings. Un autre acteur dans le secteur agricole qui a travaillé avec la FIS. Nous venons de l'Éthiopie. Parfait. Chacun devrait avoir son micro. Monsieur Maika, je vais commencer par vous. Nous avons pu voir les présentations que nous avons vues de cofondateur, le PDG. Je voudrais vous demander, à partir de votre point de vue, comment les institutions financières pourraient être un effet de levier pour permettre à ce qu'il y ait une mise à l'échelle de ces types de financement pour pouvoir avoir ces types de résultats. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je suis le directeur financier pour la région de l'Afrique pour la SFI. C'est ce que je fais depuis 10 ans avant d'aller vers ce que j'appelle la consultation. Et même au niveau de la SFI, j'ai commencé en tant que project manager. Donc, en tant que consultant, j'étais confronté aux problèmes et j'étais pour résoudre les problèmes des personnes. Encore de façon plus sérieuse,
Je suis là pour résoudre les problèmes. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour pouvoir apporter avec la technologie, avec l'informatique et les données, une solution aux problèmes des personnes. La seule façon avec laquelle l'Afrique pourrait se transformer, c'est grâce à l'agriculture, au vu du levier de fragmentation, parce que aujourd'hui, la plus grande partie de l'agriculture en Afrique est effectuée par les petits agriculteurs. Il n'y a aucun système qui pourrait le gérer sans qu'il y ait une digitalisation. C'est impossible. L'innovation et la technologie sont des atouts et les bases pour faire toute chose qui pourrait transformer l'agriculture en Afrique. Et je crois aussi, ici c'est une parenthèse, on sait que le changement, ça vient du terrain. Les personnes qui sont les experts dans un domaine ou dans un secteur, ils focalisent attention que sur l'expertise et parfois ils oublient de pouvoir être en connexion avec, connecter l'ensemble des éléments du puzzle, c'est important. Et je pense que l'agriculture ne devrait pas être mise à l'écart. Mais voilà, aujourd'hui, l'automatisation et la question qui se soulève, c'est la question de l'efficience. À moins que vous rassembliez l'ensemble de ces éléments, que vous essayez de les coller, connecter, vous ne pouvez pas atteindre la solution tant escomptée. Le financement est le moyen le plus important pour impacter l'attitude des personnes. Par exemple, quand vous essayez, vous empruntez de l'argent auprès de la banque, vous essayez de rembourser et d'être un bon client, parce que sinon, la banque va vous poursuivre. Et donc, il faudrait que les agriculteurs soient plus résilients et plus productifs. Et ils doivent rembourser. Par exemple, moi, banque, institution financière, je fournis l'argent et mon client devrait me rembourser enfin pour continuer. Cette relation va vous permettre à continuer et peut-être améliorer le secteur. Je dis tout ça et je vois tout ça parce que nous avons passé beaucoup de temps à résoudre les problèmes. C'est notre mandat, certes. Et parfois, on parle beaucoup sur les financements et sur l'argent. Mais le financement et l'argent, tout seuls, ne peuvent pas donner ou conduire à une solution ou à une solution efficace, à moins de parler sur des solutions qui soient plus efficaces et mettre l'argent ou les finances derrière. Pendant les dernières années, nous avons passé beaucoup de temps avec l'équipe ici et d'autres parties du monde pour développer des solutions on l'appelle Africa, la triple A. C'est l'initiative de l'accélération de l'agriculture africaine. Et parce que c'est un problème qui date de 60 ans, 70 ans, nous n'avons plus le temps. Il faudrait accélérer le rythme. Nous avons développé cette solution. Nous avons travaillé avec un certain nombre de partenaires. Et au cœur, il y a les sociétés de haute technologie. Au début, pendant les 10 dernières années, je pense que le premier projet que nous avons financé, c'était il y a 10 ans, c'était à Langona. Ça n'avait pas marché, mais aujourd'hui, ils sont capables de servir plus que 700 000 agriculteurs. Ils sont capables de gérer des centaines de milliers de tonnes au Nigeria et ils ont beaucoup de gens qui travaillent sur la technologie. Même si leur business et leur core business ou leur business principal, c'est l'agriculteur. Ils sont devenus encore plus puissants pour développer des solutions qui pourraient résoudre le problème. Mais qui manquent, les choses qui manquent, c'est les ressources pour passer à l'échelle supérieure, à mettre à grande échelle leurs interventions, mais aussi les ressources pour une expansion au-delà de leurs frontières. Et c'est ce qu'essaie d'apporter ici, bien sûr, la SFI. C'est mettre nos ressources et notre savoir et essayer de connecter ça avec notre réseau d'institutions financières. Nous avons le plus large réseau d'institutions financières. Aujourd'hui, nous avons plus que 50 de banques qui travaillent. Au niveau de chaque pays, nous avons 10 banques qui sont à peu près nos clients. Donc, je pense la communication est gratuite. Les institutions financières au niveau de la SFI et l'ensemble des acteurs au niveau de la chaîne de valeur, elles sont apportées
ensemble pour avoir une approche globale où, par exemple, l'agriculteur, c'est un propriétaire de terre. C'est comme si elle est en train de outsourcer ou de sous-traiter la partie et il ramène quelqu'un pour travailler et en fin de compte, il va avoir son rendement. Je m'arrête à ce niveau-là. Merci beaucoup, Dr. Sa. Je vais revenir avec vous. Vous avez pu voir la présentation. Vous avez essayé de voir, par exemple, la SCV qui essaye de financer la chaîne de valeur. Vous présentez la nation souveraine de l'Égypte et vous êtes aussi consommé beaucoup de blé, à l'instar du Maroc. Comment les nations souveraines pourraient être intégrées au niveau de ces initiatives pour booster davantage votre... Merci beaucoup pour le panel, merci pour la question. En effet, j'ai bien aimé et j'ai bien apprécié la présentation, même si c'était très rapide, mais j'aimerais bien avoir un peu plus de détails plus tard. Mais ça serait bien d'avoir ces solutions et ces modèles. Laissez-moi commencer par assurer que l'Égypte, à l'instar des autres pays africains, l'agriculture est un secteur important. Ça contribue à peu près à 11,8% du PIB et 28% de la force de travail au niveau de le secteur agricole. Et en plus que 60%, ils sont dans la partie nord de l'Égypte et la plus grande partie de ces agriculteurs ils sont de petite taille. Donc, il faudrait qu'ils soient intégrés au niveau du système. En même temps, faire face à plusieurs défis, que ce soit le changement climatique, le stress hydrique, l'insécurité de ressources aquatiques, etc., devrait aboutir à des politiques qui soient plus intelligentes et plus efficientes pour améliorer l'efficience et l'utilisation des eaux destinées à l'irrigation. Mais pour adapter un tel modèle, il faudrait qu'elles soient des acteurs clés. Et pour ceci, nous avons besoin de plusieurs stratégies nationales d'ici 2030 qui essayent de prendre en considération l'ensemble des piliers, à savoir la technologie et la productivité et l'efficience de la production, c'est-à-dire la productivité. Ce sont les piliers principaux de notre stratégie. Nous avons aussi des programmes pour l'adaptation climatique qui prennent en considération l'insécurité hydrique et le problème d'urbanisation qui avance à grands pas. Dans la COP27, nous avons aussi l'initiative NOAFI. C'est une plateforme qui essaie de prendre en considération l'ensemble des programmes pour les agriculteurs et pour l'agriculture et pour les facteurs de changement climatique qui impactent le secteur et essayer d'avoir des financements à partir des agences de développement qui puissent cibler certains modèles. Autre intervention, au vu de l'importance des données, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons ce qu'on appelle des cartes intelligentes pour l'agriculteur qui essayent de recenser l'ensemble des petits agriculteurs et on essaye d'avoir l'ensemble des informations et de données pour essayer de recenser quels sont les défis, les besoins, leurs besoins en termes d'engrais et ainsi pour essayer de leur donner le soutien spécifique et pertinent, que ce soit en termes de soutien technique, la quantité d'engrais à utiliser et la qualité aussi des graines. C'est important de considérer l'importance du rôle joué par le secteur agricole. Nous avons restructuré le secteur agricole. C'était un des secteurs majeurs et un des piliers de l'économie. Mais de telles initiatives et de tels modèles, elles sont des éléments clés au niveau de la politique. Ainsi, ils sont devenus prioritaires. Donc, une fois nous avons ces modèles, on essaye de canaliser les subventions. Je m'arrête à ce niveau-là. Merci beaucoup pour avoir apporté la question de changement climatique. Je pense que j'ai entendu ça dans la première présentation. Nous avons essayé de voir, par exemple, le PIB par rapport à l'Afrique du Sud. Et pour le premier trimestre, nous sommes passés, par exemple, de 1,3 à 0,4. Mais d'un trimestre à un trimestre, il y a, par exemple, un rétrécissement de 0,3%. Pourquoi? Parce que le secteur agricole a connu un rétrécissement pratiquement de 28%. Mais quand on a essayé de voir ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi l'impact du changement climatique, ce qui a eu un impact, bien sûr, sur le PIB. Merci d'avoir, M. Zahari. J'aimerais avoir vos pensées concernant, de point de vue financier, quels sont les
meilleures possibilités de coopération pour une meilleure mise à l'échelle de l'agriculture à travers le financement. Bon, Nabil Tahari, 23 ans de banque dans des groupes internationaux et africains. Et moi, je me positionne de l'autre côté de la scène. C'est-à-dire, je suis le banquier et pour être honnête, l'agriculture, ce n'est pas le domaine le plus sexy pour un banquier. On le considère, c'est un domaine risqué, sachant que par rapport à tout ce qui a été dit, c'est un domaine vital, le principal contributeur de PIB dans nos pays africains, etc. Mais ça reste pour le banquier un secteur très risqué. De par sa dépendance au changement climatique, la fragmentation des agriculteurs. Malheureusement, on est confronté à des grands groupes sur lesquels on est plus à l'aise, qui proposent des garanties, qui proposent des business models qui sont soutenables, mais on a en face aussi les petits agriculteurs qui constituent la plus grande frange des agriculteurs à qui on devrait avoir face. Et là, par contre, on est plus frileux. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, l'agritech constitue un élément central pour pouvoir amener ces agriculteurs, notamment les plus informels, à rentrer dans le système bancaire, à être plus éligibles au financement. Bien entendu, il y a un ensemble de mesures d'accompagnement, notamment les garanties de crédit. Les garanties de crédit sur lesquelles on peut les intégrer dans la FinTech avec des applicatifs qui peuvent rentrer dans le financement. Et puis, ça rassure le banquier pour pouvoir accompagner ces petits agriculteurs. Aussi, il y a des initiatives telles que les banquiers, en fait, ils ont pu aborder ce sujet de fragmentation ou de non-bancarisation tel qu'on a fait avec les PME. Les PME, on avait la même problématique. Ils ne connaissent pas le système bancaire, ils ne sont pas habitués à des modes de financement bancables, etc. Avec des partenariats publics-privés, on a réussi à développer ce qu'on appelle des centres de formation pour pouvoir rendre les petits agriculteurs, de part, les concentrer dans le cadre de coopératives. Comme ça, on aura en face de nous une coopérative qui parle au nom de l'ensemble d'agriculteurs et qui puisse en même temps donner des garanties, mais surtout qu'ils puissent comprendre le langage du banquier, de l'établissement bancaire, pour qu'on puisse avoir le même langage. Maintenant, toujours dans l'agritech, il y a des initiatives, je pense, qui n'ont pas débuté aujourd'hui. C'est des initiatives qui ont commencé il y a une dizaine d'années et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. C'est les applicatifs qui donnent des scorings agriculteurs, c'est-à-dire son niveau de solvabilité, son niveau de confiance qu'il peut produire au banquier. Et ça, c'est quelque chose que je pense, c'est un créneau sur lequel il faut vraiment bien insister, parce que ça a donné des résultats qui sont probants sur certaines géographies, notamment en Afrique de l'Ouest, et c'est quelque chose qu'on peut aussi développer. Aussi, il y a un autre produit que je pense dans lequel l'agriculture en général elle est très confrontée, c'est l'indexation à l'inflation. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ils sont très volatiles. L'inflation, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et aujourd'hui, il y a des mécanismes pour stabiliser les taux d'intérêt pour l'agriculteur, pour qu'il ne soit pas dépendant de ces variations aléatoires qui connaissent les taux d'intérêt. Donc il y a un ensemble de mécanismes dont j'ai cité quelques-unes. Je vais m'arrêter là pour céder la parole à mes collègues. Thank you so much for that, and thank you for the point on. Merci d'avoir parlé de l'inflation. Oui, formaliser le secteur informel, donner des garanties, l'inflation. Merci d'avoir soulevé ces points. Ibrahim, de votre pays, l'Éthiopie, vous représentez un secteur qui travaille avec SFI et vous allez parler de la chaîne d'approvisionnement. Comment est-ce que votre expérience est différente de celle de Hamza en utilisant la technologie pour booster la production agricole? Merci. Je viens d'Éthiopie. C'est un
nous avons utilisé la technologie en soutenant les agriculteurs, en digitalisant les moyens. Notre expérience est similaire à ce qu'a présenté Hamza plus tôt, mais avec le contexte des agriculteurs dans notre pays, nous avons fait la promotion d'un modèle digital. Les agriculteurs sont illettrés, ne connaissent pas beaucoup de choses à la technologie. Nous avons 7 régions et nous avons commencé un programme de pilotage. Et comme Hamza dit, les agriculteurs n'utilisent pas forcément la technologie. Donc, il a fallu faire une formation pour les agriculteurs. Sans cela, on ne peut pas créer de la valeur pour les agriculteurs. Avec ce partenariat avec SFI, nous avons donné un exemple comment on peut concevoir un produit commercial avec une institution financière. Co-développer ce financement a boosté la confiance et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Maintenant, nous avons réalisé 3 choses. Nous avons accéléré l'accès au financement à des petits agriculteurs dans des régions rurales et nous avons également une plateforme digitale. Nous avons le profilage des agriculteurs, nous avons l'agronomie, des données sur l'agronomie, les agriculteurs, et nous avons aidé les institutions financières à prendre la bonne décision en utilisant le scoring ou l'évaluation de chaque agriculteur. Nous avons fait ce partenariat avec SFI et nous avons également des assurances incorporées à des prêts. Donc, ce sont des financements modestes où il n'y avait pas l'assurance. Et il disait toujours que les frais de transaction étaient très élevés. Nous, on est parvenu à baisser ces frais. Maintenant, nous avons des centaines de milliers d'agriculteurs qui travaillent. On a par exemple la production de soja en Éthiopie. Nous avons des agriculteurs qui ont des relations entre eux et ce modèle que nous avons avec SFI démontre qu'on utilise AgTech. En utilisant AgTech, ça peut être une relation gagnant-gagnant pour tous les acteurs. Et on a beaucoup appris de cet exercice, notamment l'instauration de confiance. Les agriculteurs n'ont pas de solution digitale et l'instauration et la création de cette confiance est indispensable. Et c'était un nouveau concept en Éthiopie. Il y a quelques semaines, l'une des banques a promis de financer 10 fois plus la saison prochaine, multiplier ce financement par 10, parce que le concept a prouvé ses résultats. Même si les gens disent que c'est un domaine à haut risque, on a pu gérer les risques. Et avec le soutien technique de SFI, ça a contribué énormément et ils ont aidé à concevoir un financement de la chaîne d'approvisionnement. Et nous avons utilisé les données. Hamza en a déjà parlé. Les données peuvent vous orienter vers la bonne direction. On fait le recueil de beaucoup de données. Ça nous a été très utile. Notre jugement était intuitif. On n'avait pas de données, mais nous avons fait le recueil pendant ces 5 dernières années. Sur chaque agriculteur, nous avons collecté 100 données à peu près. En collectant ces données, ça nous aide à mieux communiquer avec les institutions financières. Nous l'avons vu. Au Maroc, vous avez plus ou moins le même modèle, mais le contexte est différent. Je serais très heureux de visiter le Maroc et je serais très heureux de voir comment le secteur public a aidé le secteur public dans le financement. Je sais que vous avez également des agriculteurs, de petits agriculteurs, mais nous, on a passé beaucoup de temps pour convaincre les agriculteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris le gouvernement. Je crois que en utilisant des modèles intelligents, c'est un outil de soutien et ça aide tout le monde sur cette chaîne d'approvisionnement. Je pense là, nous avons un modèle basé sur les données et on investit beaucoup dans la chaîne de valeur et dans ses financements. AgTech a contribué, on a pour beaucoup dans cet écosystème. Beaucoup de témoignages. J'entends que SFI a beaucoup contribué. Vous avez donné un exemple plus tôt sur l'Angola en parlant de quelques défis et vous avez dit que les acteurs avec qui vous avez travaillé sont maintenant en train de contribuer à ce projet. Votre expérience avec ce projet pilote, avec le SFI, quels sont les points, quelles sont les difficultés?
que vous avez rencontrés. Pour moi, je ne comprenais pas grand-chose à l'agriculture. Tout ce que je savais, c'est que c'était, pour la Banque mondiale et la SFI, c'était indispensable. Comme j'ai dit, nous avons essayé de convaincre les gens que nous avons la solution à travers Agtech. Hamza et Ibrahim connaissent mieux que moi l'agriculture. Ce qu'on peut donner, ce qu'on peut offrir, d'abord l'argent pour renforcer la capacité à investir dans la plateforme et connecter ces agriculteurs aux banques. Deuxième chose, une fois qu'ils sont connectés à des banques, il y a toujours des risques que refusent les banques. La plupart de nos solutions sont basées sur l'octroi d'une garantie. 70% par exemple de garantie pour les banques, jusqu'à ce que la banque soit à l'aise pour prendre plus de risques. Et au fil du temps, on peut réduire cette garantie en passant de 70 à 50%. Si ce n'était pas bénéfique, les garanties auraient refusé nos garanties. Et donc, il y a des coûts, mais les coûts... donc, si ce n'était pas bénéfique, les garanties n'auraient pas accepté. Ce qu'on a appris, c'est que notre équipe est un groupe qui relève d'une institution financière, mais notre point focal, c'est l'agriculture. C'est difficile de parler des difficultés. Mon collègue là, il est en train de sourire. On a commis énormément d'erreurs. On a commencé ce projet pilote 2 mois avant le cycle. Donc, on a commencé et on n'a pas sécurisé en avance. Et c'était l'un des apprentissages, de nos apprentissages. Et nous avons découvert notre capacité de production. Vous pouvez avoir la meilleure campagne, mais si vous n'avez pas les outils pour récolter, vous allez perdre votre production. Troisièmement, le financement des acheteurs. Plusieurs de ces acheteurs dans ce pays dépendent de subventions par l'État. Donc, on a appris notre leçon. Il faut planifier à l'avance, il faut tout sécuriser en avance, à partir de l'assurance, à celui qui va vous donner les inputs et au financement économique qui va acheter le produit, donc, et le stockage, avant d'emmener les agriculteurs à participer à ce projet. Le programme de pilote a réussi. Je pense que vous avez la même chose au Maroc. On fait ces programmes de pilotage, ce n'est pas pour tuer le projet avant sa naissance. Si les gens ne voient que l'échec, ils ne vont pas accepter, ne sont pas convaincus. Mais si vous faites un programme de pilotage, ça va aider les gens vous allez convaincre les gens, ça sera probant. Et en réussissant, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont s'adhérer à votre modèle. De mon expérience, nous n'avons pas de restrictions par rapport à notre financement. Nous avons la Banque mondiale et la Banque mondiale dispose d'énormément de financement pour réduire les risques, pour dérisquer les investissements. Donc, Agtech peut nous donner les profils des agriculteurs et donc on propose cela à la banque et on donne la garantie, quel que soit le taux de cette garantie. Et donc, nous avons accepté toutes les conditions des banques. Soit vous allez accepter les conditions de la banque, soit vous allez passer ça à quelqu'un d'autre. Pour l'assurance, on ne va pas se contenter d'avoir le risque. Nous n'allons pas prendre le risque, mais nous avons d'autres institutions qui nous aident, par exemple, dans les assurances. Donc, nous avons confiance dans ce programme.
et notre appétit risque à cause de l'importance de ce domaine. Je ne dis pas qu'il y a des limites, mais je dis qu'on peut financer des projets à hauteur de milliards par an. Mais bien sûr, il faut commencer sur une petite échelle. Et maintenant, nous avons 30 000 hectares, mais au fil du temps, nous voulons couvrir 5 millions ou 10 millions d'hectares dans 7 ans. Mais le message principal, c'est qu'on y croit. Nous avons des partenaires puissants entre la Banque mondiale, SFI et d'autres fonds. Nous avons appris dans ce premier projet pilote et maintenant on est prêt à continuer. Applaudissez les panélistes. On apprend des panélistes. Et vous avez commencé le pilotage et vous avez réussi par la suite. Concernant l'inflation qu'avait évoqué M. Tahari, écoutez, moi je viens du Nigeria et nous avons un taux d'inflation élevé, 33,8%. Nous avons une inflation de 39%, Éthiopie, l'Égypte également. Comment est-ce que le crédit fonctionne, les prêts fonctionnent quand vous opérez dans un environnement où vous avez une inflation très élevée? Oui, l'inflation est compliquée, notamment parce que l'inflation dans notre pays est importée de la situation géopolitique. Par exemple, en Égypte, on dépend énormément des importations de blé. Et pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, notre production a baissé et la crise nous a frappés. Donc nous avons connu, les prix ont augmenté énormément. Donc l'inflation était par la suite très élevée. En regardant l'inflation de deux côtés, les agriculteurs et les difficultés qu'ils confrontent quand ils veulent contracter un prêt, nous avons une initiative par le gouvernement qui va soutenir les agriculteurs avec des coopératives et avec des fintech. Ils vont payer ce que demande la banque, mais le gouvernement va donner des subventions, des dons. Donc une partie du budget sera une initiative pour l'agriculture et pour financer des coopératives et des petits agriculteurs qui produisent des produits qui sont nécessaires et qui doivent remplir les critères de l'initiative pour bénéficier de cette subvention. Et donc l'État va subventionner les taux élevés. Maintenant, nous avons une stratégie nationale pour instaurer des hubs stratégiques de logistique dans plusieurs régions du pays. Maintenant que la crise alimentaire est en train de baisser, nous allons faire du stockage dans des hubs stratégiques. Une fois que les prix au niveau international sont élevés, nous allons utiliser nos propres stocks. Ça va réduire l'inflation. C'est un peu compliqué parce que la chaîne d'approvisionnement est une chose et les consommateurs, c'est autre chose. Mais en attendant, il faut avoir une politique pour intervenir et pour réduire l'effet de l'inflation, pour que ça soit moins dur. Maintenant, avec le déclin dans l'inflation et la baisse dans l'inflation et la baisse des taux d'intérêt, nous nous attendons à ce que les taux d'intérêt soient plus bas, mais il faut tout de même faire cette intervention au cas où l'inflation augmente. On peut avoir, ou peut-être que le choc peut être interne ou externe. Merci beaucoup. Subventionner la production, c'est une bonne stratégie. Monsieur, je reviens vers vous. Vous avez parlé avoir la bancarisation de projets pour les acteurs agricoles. Quels sont les défis pour vous pour que ces projets deviennent bancables? Bon, concrètement, je suis très satisfait parce que, à travers les interventions qui ont précédé, ils ont compris la problématique des banques et la méfiance et le risque que les banques prennent vis-à-vis de l'agriculture. Mais ceci veut dire, on sépare en fait les deux aspects. Il y a l'agriculture de grande masse. Là, par contre, on n'a pas de grands problèmes. Mais le vrai sujet, c'est les petits agriculteurs, c'est les fragmentations de petits agriculteurs. Et c'est là où toutes les énergies, à mon avis, le vrai défi,
c'est pouvoir asseoir ce partenariat stratégique entre les gouvernements, les établissements de crédit, les banques de développement et bien entendu les nouveaux arrivants, c'est les fintechs. Pour moi, ce partenariat-là, il doit prendre toutes les formes nécessaires. Quand on parle d'inflation, l'inflation, c'est sûr, ça impacte directement les taux directeurs. Les taux directeurs, c'est les taux d'intérêt. Et si on n'arrive pas à stabiliser ces taux pour l'agriculture et pour les agriculteurs, à un moment donné, on aura tous les problèmes que ma collègue elle a cités. C'est pour ça que je dis il y a des produits. En finance, il y a toujours des solutions. Il faut stabiliser ces taux d'intérêt avec des subventions étatiques qui peuvent fixer les taux d'intérêt, quel que soit le taux d'inflation. Ça permettra à l'agriculteur de pouvoir s'approvisionner régulièrement et pouvoir avoir, je dirais, une chaîne de valeur qui est constante. La même chose pour les changements climatiques. Aujourd'hui, l'un des grands défis des agriculteurs, c'est les changements climatiques, c'est les périodes de sécheresse, etc. Si on a des couvertures pour ça, c'est quelque chose qui peut aider les agriculteurs pendant les périodes les plus difficiles. Maintenant, je reviens à la FinTech. La FinTech, je suis très satisfait de l'intervention de mon collègue parce que c'est quelque chose qui a vu le jour et je suis persuadé que c'est quelque chose qu'il faudra encore développer parce que c'est le principal challenge. Pourquoi? Aujourd'hui, avec les modèles, on arrive à donner des nanocrédits pour les telcos, c'est-à-dire tous les utilisateurs ici qui ont un téléphone, on arrive à modéliser leur comportement. Juste en utilisant les téléphones, on sait combien ils consomment, combien ils récupèrent d'argent, combien ils retirent d'argent. Avec ce modèle-là, on arrive à donner des nanocrédits. Mais quand je dis des nanocrédits, ces petits crédits qui ne dépassent pas 50 €. Comment ne peut-on pas modéliser des modèles pour les petits agriculteurs, sachant qu'on connaît ses intrants, sachant qu'on connaît sa production et sachant qu'on connaît sa énergie par rapport au changement climatique. C'est quelque chose qu'on peut modéliser et qu'on peut, je dirais, développer dans l'absolu. Donc, à mon sens, à mon avis, le vrai challenge, c'est pouvoir asseoir ce partenariat stratégique entre les 4 intervenants que j'ai dit. C'est les gouvernements qui peuvent subventionner des taux d'intérêt, les taux d'intérêt, subventionner les entrants, notamment dans des périodes d'inflation très hautes, et puis les établissements de crédit qui vont rentrer dans le système avec la FinTech. Thank you so much for that. Merci beaucoup. Vous avez parlé du gouvernement qui subventionne avec les prêts. De votre part et de votre côté, quelle était la politique des décideurs pour que l'écosystème soit propice au développement de l'agritech? Oui, je comprends. Le contexte est très important pour donner des recommandations politiques, mais là où je viens, la plupart des activités agricoles relèvent du secteur privé. Le rôle de ce secteur est énorme. Ma première idée, c'est d'avoir un partenariat public-privé pour co-concevoir des produits. Dans ce programme de pilotage, nous avons incorporé une institution qui relève de l'État pour avoir leur validation. Et nous avons également travaillé avec des syndicats d'agriculteurs et des coopératives pour avoir leur contribution. Mais ce qui importe, c'est que si nous voulons développer un produit, le partenariat public-privé est très important. Et nous avons également des fonds catalyseurs. C'est un financement mixte indispensable. Comme j'ai dit plus tôt, dans notre note conceptuelle, nous avons montré à la banque que c'est faisable pour ces agriculteurs. Nous voulons que les agriculteurs aient plus de production, plus de revenus, et pour que et nous voulons également que les banques aient une incitation. Donc, pour le faire, il faut démontrer, donner des preuves. Tout le monde souhaite avoir des résultats tangibles.
Mais pour avoir ces résultats tangibles, ces fonds catalyseurs vous donnent l'opportunité de montrer que vous avez la preuve de ce que vous présentez. Et nous avons également les données. Les données, je pense que vous vous en souvenez, nous avons le certificat de mariage et le certificat de propriété pour chaque petit agriculteur. Ça, c'est un cauchemar et ça coûte de l'argent. Ça rend l'opération très chère. Les institutions publiques peuvent nous soutenir en faisant le recueil des données et en partageant ces informations, ces données. Maintenant, à AgTech, les compagnies AgTech peuvent devenir opérationnelles et devenir très efficaces. Et ça va donner une visibilité au gouvernement, aux institutions financières. Et ça crée de l'emploi. En tant que compagnie AgTech, je pense que c'est le moyen pour inclure des agriculteurs pour qu'ils aient accès au financement. C'est une bonne manière de terminer ce panel. S'il vous plaît, applaudissez les panélistes. Merci beaucoup de ce débat enrichissant. Vous étiez fantastiques. Merci. Photo, très rapidement. Thank you. Thank you all. Merci à tous et à toutes. Mesdames, Messieurs, nous allons appeler M. Mohamed Mansouri, le directeur de l'organisation de Centre d'investissement. So, Mr. Mansouri, you are... Monsieur Mansouri, vous travaillez, vous représentez le secteur privé et le secteur public. Quelle est votre perspective concernant le financement et le modèle de financement? Comment est-ce que ça peut laisser un impact? Comment est-ce qu'on peut incorporer la technologie pour booster la production des agriculteurs? Merci beaucoup. Je remercie les collègues de SFI de nous avoir invités. Premièrement, notre institution a accueilli toutes les opérations, les activités faites avec Agritech en partageant les risques. C'est un travail indispensable. Comme l'a expliqué Hamza au début, en Afrique, nous n'avons pas d'autre choix que de développer l'agriculture pour augmenter et promouvoir la production alimentaire. La productivité traîne comparée à d'autres pays, d'autres continents. Nous avons la moitié de la production dans d'autres continents, par rapport à d'autres continents. Et pour augmenter la production, nous n'avons pas d'autre choix que de réaliser le potentiel de petits agriculteurs. Ce n'est pas un choix, une option pour nous, c'est une obligation. C'est le seul moyen de développer les petits agriculteurs pour qu'ils deviennent plus développés. Un agriculteur a besoin de 3 choses. Ils ont besoin d'entrants, technologie, accès au marché, ils ont besoin d'accès au financement. Le modèle d'affaires dans le financement, les modèles de financement doivent s'aligner avec le contexte. Et nous avons besoin d'un modèle institutionnel. Celui-ci a besoin... Parce que c'est le seul moyen de garantir la durabilité de ce financement en institutionnalisant à travers des politiques appropriées pour correspondre aux besoins des agriculteurs et pour promouvoir la production. Ces modèles institutionnels, ils se doivent d'être efficaces, c'est ce qui a été présenté par les panélistes. Ils doivent communiquer, là on parle de l'échelle, contacter les consommateurs, les clients, les agriculteurs. Ils ont également besoin d'avoir un mécanisme de gouvernance approprié. Cela signifie qu'ils ont besoin
L'un des panélistes a fait référence à la confiance, instaurer un climat de confiance. Et c'est indispensable, ça doit venir de l'institution. Vous avez besoin d'instaurer un climat de confiance à travers des partenariats. Pour moi, dérisquer doit être vu pas seulement d'un point de vue financier, mais également en regardant tous les modèles de financement. Vous avez besoin d'évaluer l'écosystème des institutions comme la Banque mondiale et la nôtre. Nous avons des points d'entrée. Nous travaillons avec le gouvernement et nous travaillons également avec le secteur privé. Mais les partenariats, quand on dit partenariat public-privé, nous avons producteurs, partenariat, peuple. Nous avons 4 P, mais pas seulement 2 P. Moi, je regarde les choses ainsi. C'est ce qui peut garantir la durabilité de notre modèle. Et ça peut pérenniser les mécanismes des risques. Je vais commencer par présenter notre institution. Nous ne sommes pas une institution financière. Nous sommes un groupe technique multidisciplinaire qui regroupe 200 personnes, des agronomistes, des analystes, l'aquaculture, donc tous ces aspects qui concernent ce domaine. Et notre modèle, c'est de travailler avec les institutions financières en mariant l'expertise, la connaissance et les fonds. Et c'est comme ça que vous allez faire l'évolution. Pour vous, un impact. Et nous donnons des solutions technologiques, techniques aux États membres, notamment des planifications stratégiques, le soutien à des planifications stratégiques avec la Banque mondiale. Et nous avons des partenariats avec des institutions financières. Nous avons également le soutien au financement privé, et nous avons également le financement mixte. Le financement mixte se relie à ce que vous avez demandé, à dérisquer le modèle financier. Et là, on utilise plusieurs éléments. Notre partenaire principal, c'est la Commission européenne et nous avons révisé 1 milliard de transactions présentées à travers un instrument d'investissement. On voit l'impact de ce développement dans chaque transaction. Nous avons contribué à des transactions avec un budget à hauteur de 500 millions. Nous voulons voir comment on peut dérisquer, pas seulement à travers des garanties, à travers des subventions, mais à travers du savoir, la connaissance. Et je pense que la technologie est importante. Les données rendront nos activités efficace et ça nous aidera à réduire les risques dans les petites exploitations. J'aimerais mettre l'accent sur quelque chose. Nous avons des modèles où il y a un dérisque. On ne peut pas voir l'écosystème sous la même loupe. Nous avons Agrify, c'est un financement mixte financé ou offert par l'Union européenne au profit de petits agriculteurs. Nous avons des PME pour qu'elles soient prêtes à investir, ou prêtes à investir. Mais pour ce faire, elles ont besoin d'un mécanisme de dérisque. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai une autre question à vous poser et ça concerne l'infrastructure. Pour que la technologie fonctionne, est-ce que vous pouvez en parler rapidement? Je
je suppose que mes collègues y ont déjà fait référence. Pour développer la chaîne de valeur et pour promouvoir la productivité, nous avons besoin d'une infrastructure énorme et d'un financement important pour une irrigation responsable, écologique et des systèmes tout au long de la chaîne agroalimentaire, la logistique, le marché, les abattoirs. Je crois qu'on est sous-développé, qu'on n'est pas assez développé. Mais là, nous avons des opportunités énormes à saisir pour le secteur financier, mais également pour le secteur public de développer ces défaillances. Mais laissez-moi parler de l'autre côté. C'est quelque chose qu'a mentionné les collègues. C'est le fait d'investir de ce qu'on peut voir, dans ce qu'on ne peut pas voir. Les institutions, les organisations, le capital social. Pour moi, c'est la clé. Vous ne pouvez pas avoir l'agrégation sans un capital social. Vous ne pouvez pas avoir des coopératives et le modèle d'affaires aussi. Mais je crois que le capital humain, Hamza, on a touché un mot. Ils ont parlé de taux d'analphabétisme. Mais regardez en avant la génération qui va venir, les agriculteurs de demain. Essayons de leur donner la capacité. On ne peut pas continuer comme ça avec des agriculteurs illettrés, analphabètes. La solution que nous apportons ici, c'est une transition, des solutions de transition. Quelle que soit notre manière, il faut que ça soit évolutif pour accompagner la transformation du système agroalimentaire. Merci. Applaudissez Monsieur Mansouri. Merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions. On apprécie beaucoup votre contribution. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, notre session touche à sa fin. Merci de votre temps et nous avons beaucoup de choses à débattre dans ce sommet. Nous avons d'autres panels. Profitez bien.